Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Place aux experts sur la Carbao TV. Vous connaissez maintenant le fonctionnement et le but de cette émission. Nous choisissons un sujet d'actualité qui concerne les entreprises ou nos métiers et nous avons la chance de recevoir 4 experts de la thématique de l'émission qui sont tous d'éminents membres Carbao, bien sûr. Merci messieurs d'avoir pris un peu de temps pour venir nous voir. Alors, le sujet de l'émission, on entend beaucoup parler de la création ou de reprise d'entreprise. C'est en effet un baromètre important pour l'économie et les politiques. Mais nous, chefs d'entreprise, nous sommes ou nous serons confrontés à la cession de notre affaire un jour ou l'autre. Pourquoi ? Comment cela se passe-t-il ? Il y a plusieurs raisons, bien sûr, des départs en retraite, conflits entre associés, difficultés financières ou de développement, une offre d'achat impossible à refuser, ça arrive aussi. Dans tous les cas, il est nécessaire de se faire bien accompagner au bon moment et en hiérarchisant les étapes. Nicolas Cattel, président Carbao Paris, expert comptable, commissaire aux comptes, associé du cabinet d'expertise comptable IDEC. Si je t'ai bien écouté lors des Carbao Time, Nicolas, tu accompagnes tes clients dans leurs projets d'évolution, donc des opérations d'achat ou de cession d'entreprise, car le métier d'expert comptable n'est pas seulement de produire le bilan des entreprises en fin d'année. Bien sûr, au contraire, c'est d'accompagner à toute phase, tu as raison. Thierry Monneron, membre de Carbao Val d'Europe, avocat d'affaires, associé du cabinet d'avocats Monneron et Le Veillard, spécialisé en droit de la sécurité sociale, droit commercial, en bail commercial et professionnel. Tu l'es encore dans l'accompagnement des créations ou des créateurs d'entreprises, mais aussi des repreneurs ou vendeurs dans toutes les étapes de la transmission de cette entreprise ou d'un fonds de commerce, ce qui nous arrange bien pour cette émission. J'espère. Florian Perret, membre de Carbao Tournon-Tain et courtier en prêt immobilier chez 360 degrés Financement, cabinet de courtage de prêts immobiliers professionnels et regroupement de crédits. En fait, si j'ai bien compris, tu fais un état des lieux de la situation de tes clients afin de leur apporter une solution de financement optimale et adaptée. Tout à fait. C'est cela ? Et enfin, Hervé Canchel, président et fondateur de Paris La Défense, Carbao Paris La Défense, oui, et responsable du département des Hauts-de-Seine pour le réseau Cap-Cession. Cap-Cession est un réseau national spécialisé dans la transmission d'entreprises. Tu travailles avec 4 chargés d'affaires spécialisés dans la cession-acquisition d'entreprises et l'immobilier professionnel. Totalement. Et vous les accompagnez sur toutes les étapes de la transmission, comme nous allons le voir tout de suite. Justement, Hervé, toi qui aides ces chefs d'entreprise à vendre leur affaire, quelles sont les raisons les plus répandues de leur choix de vendre, justement ? Merci Walter. Pour cette question, comme tu le disais tout à l'heure, je dirais une première raison est clairement le départ en retraite. Ça, on ne va pas y couper. Les gens, aujourd'hui, on a aussi un phénomène un peu baby boom. Donc, on a quand même beaucoup de personnes qui arrivent aujourd'hui en fin de carrière, j'oserais dire, et qui ont besoin de vendre leur entreprise. Et beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas forcément autour d'eux le bon repreneur. Donc aussi bien l'enfant qui a vu ses parents toute la vie trimer dans leur entreprise, ils ont une image qui est totalement différente de leur entreprise. Donc on a ce cas-là, ils arrivent en retraite et ils n'ont personne autour d'eux pour faire la reprise d'entreprise au sein du milieu familial. Mais aussi on va voir, et c'est une petite tendance aujourd'hui des entreprises, des chefs d'entreprise qui ont été fatigués, en tout cas liés au Covid. Il y a eu quelques accélérations. J'ai eu plusieurs demandes de chefs d'entreprise qui avaient besoin de tourner la page. Voilà, et retrouver plus de stabilité. Alors, il est vrai dans le domaine de la restauration, puisque j'ai eu quelques cas dernièrement sur restaurateur, mais aussi sur le domaine de l'artisanat, des gens qui sont un petit peu fatigués de tout ce qui se passe. Et ils rebondissent sur la création ou une autre activité ? En général, c'est des gens qui se situent sur une barrière aux alentours de 55 ans, donc ils essaient de tourner la page et pourquoi pas arrêter. Et puis, il y a l'autre cas. Tu l'as dit un petit peu, l'offre qu'on ne peut pas refuser, mais aussi un autre cas, c'est qu'il y a des gens qui sont à la recherche d'entreprise parce que c'est très compliqué aujourd'hui de recruter. Il y a des vrais sujets de recrutement et parfois dans certains corps d'entreprise, vaut mieux aller acheter un confrère, parce que vous allez acheter un carnet d'ARS, des clients, mais vous allez acheter aussi de la compétence et du personnel. Et donc aujourd'hui, on a aussi des cas où il y a les entreprises qui se portent bien, il y a des entreprises qui se portent très bien, même après le Covid, et qui cherchent des opportunités à racheter et qui provoquent certaines opportunités, plus non pas sur des coûts
économique, mais plus de la recherche de compétences et de personnel. Voilà. Oui, ça peut être aussi une stratégie de développement. Ça peut être une stratégie de développement. Bien sûr. D'accord, très intéressant. Nicolas, toi, tu es expert comptable, donc tu es une des professions conseil du dirigeant qui doit être vraiment au tout début de la réflexion ou de la possibilité de la transmission ou de la vente de son entreprise, non ? Oui. Alors, même si on n'est pas le confident sur tous les sujets du chef d'entreprise, mais ça fait partie des sujets sur lesquels il nous interroge quand même. Et notre rôle est là, et c'est l'aider aussi à anticiper. Parce que la principale problématique, c'est l'anticipation. Il y a tout un tas de problématiques autour de la transmission qu'on va évoquer, sur quelle forme ça prend la cession, quelle est la valeur, à quel moment vendre, quels sont les impacts fiscaux. On n'échappera pas à ce sujet-là. Et donc, toutes ces questions-là, on n'y trouve pas une réponse immédiate, et ce sont des sujets qu'il faut anticiper pour justement arriver à la finalité qui est attendue. Et donc, en effet, le fait qu'il nous interpelle au plus tôt est un moyen pour nous de le sensibiliser sur des sujets, et après de pouvoir ensemble trouver les éléments de réponse pour un moyen terme. Oui, parce qu'il y a quand même des actions. Il y a une hiérarchie de choses à faire, je pense, dans cette réflexion. Il y a différentes étapes qui sont incontournables. Alors Thierry, tu vas peut-être aussi en parler peut-être mieux que moi, mais en effet, il y a différentes étapes qui sont dans l'organisation de la société. C'est-à-dire qu'on ne cède pas une société n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit prête. Il faut que, pour en tirer le meilleur parti, il faut qu'elle soit le plus attirante pour celui qui va la récupérer. Et ça s'organise dans l'organisation de la société, la façon de la présenter. Donc oui, il y a tout un tas d'étapes sur le sujet. Je pense qu'avant toute chose, il faut que le dirigeant soit prêt psychologiquement à transmettre son entreprise. Et je pense que tu le vois comme moi, des fois un vendeur va mettre sa société sur le marché, la première négociation n'aboutira pas, et c'est souvent la deuxième ou la troisième où il a admis que son bébé allait passer dans d'autres mains, et il est prêt psychologiquement à vendre. Et tant qu'il n'est pas prêt psychologiquement à vendre, quel que soit le conseil, quels que soient les conseils qu'on peut lui donner, la vente n'aboutira pas. Je suis en train de penser à quelque chose. Quand le process est entamé, qu'il y a un repreneur potentiel, je pense qu'il y a un délai de temps qui est assez important. Est-ce que ça arrive des fois que le dirigeant il soit sorti de sa boîte et qu'elle soit moins performante, moins sexy ? Est-ce que ils ont un contre-coup C'est toute la difficulté si jamais le délai commence à durer un petit peu, parce qu'il y a deux phénomènes, et les avocats seront très bien placés pour en parler. Il y a aussi des obligations d'informer le personnel et donc aussi le chef d'entreprise. Si jamais, à partir du moment où on commence à signer un compromis dit vente en général, hormis les conditions suspensives, mais cela prend un peu trop de temps, il y a forcément partie où le dirigeant actuel commence à lever le pied. Mais le pire aussi, c'est avec des employés, on commence à informer les employés. Il y a des règles d'obligation d'informer. Donc il y a un vrai rôle de nous, acteurs autour de la session, de bien continuer à sensibiliser, je vais dire, le dirigeant. Et à le motiver. À motiver, exactement, de dire il ne faut rien lâcher. Il faut continuer à être... Il ne faut rien lâcher, parce que tant que l'acte authentique n'est pas fait, il ne faut rien lâcher. Et plus tu continues, plus ta boîte elle va être performante, mieux tu la vendras. Ouais. De toute façon, dans la négociation, il y a une obligation de continuer à gérer en bon père de famille. En bon père de famille. Mais c'est justement ce qui maintient aussi la valeur, et c'est ce qui reprend ce que tu disais tout à l'heure, où c'est son bébé, il a du mal à le lâcher au début. Il y a un peu un contraste entre les deux, entre le fait de dire c'est mon bébé, je l'ai amené, je l'ai créé, je l'ai fait progresser. Aujourd'hui, il faut pouvoir le lâcher sans trop le lâcher, et c'est vrai que c'est le plus touchy dans votre partie de travail. D'accord, j'ai un peu perdu le fil. Si on parle de financement, puisque c'est ton job, à partir de quand, toi, tu vas rentrer dans l'équation du côté vendeur ? Est-ce que déjà, tu arrives, toi, à te situer du côté du vendeur ? Alors, côté vendeur, très peu, plus côté acheteur. Et l'acheteur, lui, va être attentif à certains points, et notamment des points économiques. Notamment, c'est pour ça que nous on s'entend très bien avec l'expert, on s'entend bien aussi avec le juridique, parce qu'il y a tout à gérer, ça c'est certain. Maintenant, ce qui va rendre sexy un dossier, c'est bien entendu la rentabilité, mais aussi le projet en amont, le montage, la structure de départ, la structure de départ permet aussi derrière de faciliter la transmission.
Et du coup, en fonction de comment la personne souhaite établir le dossier, de là, on définit une stratégie commerciale, enfin on va dire fiscale, si je puis dire, qu'on va pouvoir derrière présenter à la banque. Et là, on va la rendre très sexy. C'est mon boulot, la rendre sexy. Et je vais plaider pour ta profession. Les dernières sessions que j'ai pu faire, un courtier en prêt, en fait, était bénéfique parce que malgré tout, les banques aujourd'hui sont très très frileuses. Et, suivant les corps d'activité, ils demandent des apports, ils demandent des conditions très dures. Et c'est vrai que passer par un courtier aujourd'hui est quand même un élément facilitateur. Et nous qui sommes là pour accompagner et trouver des solutions, c'est souvent une bonne... c'est une bonne solution de passer par un courtier quand on est acquéreur. En fait, le courtier, il va rendre encore plus joli le travail de l'expert comptable quand il va faire son Il sait où prévisionnel. faire le paiement, il sait aussi où aller faire toc-toc aux portes des banques. Je le dirais comme ça. Enfin, C'est tout à fait ça. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, je trouve rendre sexy, je trouve ça très bien dit parce que suivant comment on va présenter le dossier, apporter le dossier, ça va vraiment avoir un impact. Et le tout grâce au travail donc de l'entreprise, certes, mais surtout du comptable qui nous aide à ce moment-là aussi à pouvoir avoir les arguments de notre travail. Et tu parles le même langage que les banquiers. On fait un peu la pré-analyse. C'est plus facile. Ça aide. Ouais, parce qu'il faut traduire les choses. Chacun a son langage, hein. Même autour de la table. le BE, hein. Alors là, on est arrivé assez rapidement sur le financement. Moi, je voulais, quand on préparait l'émission, je me suis dit, ça serait bien qu'on puisse aussi décrire les différentes étapes. On a flirté avec tout à l'heure, mais j'aimerais bien, Thierry, que tu nous canalises un petit peu. Donc, on va imaginer un chef d'entreprise qui décide de vendre sa société. Donc la première chose, déjà la question qui va se poser, je vends quoi ? On verra peut-être un peu plus loin la différence entre un fonds de commerce et la vente de la société. On peut en parler tout de suite. En fin de compte, il aura deux possibilités qui s'ouvrent à lui. C'est soit vendre son fonds de commerce. Donc le fonds de commerce, il n'y a pas vraiment de définition légale, mais c'est un ensemble d'éléments de l'actif. On va dire que c'est la clientèle, c'est le local où on peut exploiter ou l'usine. Donc on va dire que c'est le bail commercial. On va voir les aménagements, on va voir tous les contrats, s'il y a un contrat de franchise. Donc lorsqu'on achète le fonds de commerce, on achète des éléments d'actifs, mais le vendeur va conserver sa société, va conserver certains éléments de sa société. La deuxième acquisition qu'on peut faire, ou la vente, on va vendre la société. Donc dans ce cas-là, en gros, on donne les clés de la boutique à l'acquéreur, et d'un seul coup, l'acquéreur devient à la tête de cette société. Donc on va vendre l'actif et le passif. Je vais vendre, en gros, mon fonds de commerce, que c'est un élément de l'actif de la société. Je vais vendre mon compte client, je vais vendre le compte client auquel on me donne l'argent, je vais vendre ma trésorerie, et en face, je vais récupérer les dettes, je vais récupérer les dettes fiscales, sociales, je vais récupérer aussi le risque qui peut être lié à un redressement fiscal et social, et je sais que c'est une question qui est un peu plus loin. Lorsqu'on a trouvé, donc, est-ce que je vends mon fonds ou est-ce que je vends ma société, bon, on va essayer de trouver un acquéreur. Donc là, on va soit par le réseau, soit on va aller chercher un concurrent, soit on va passer par la chambre de commerce ou autre, mais on cherche un acquéreur. On a trouvé l'acquéreur, on va se mettre autour d'une table et on va commencer à négocier les principaux points de la vente, qui sont souvent à quelle date, le prix, et à ce moment-là, on pourrait éventuellement imaginer qu'on va signer une lettre d'intention. C'est-à-dire que les deux parties se mettent autour d'une table et formalisent un accord, pour éviter que le vendeur aille chercher d'autres acquéreurs et pour éviter que l'acquéreur aille chercher d'autres cibles. Lorsqu'on a signé cette lettre d'intention, je dirais aussi bien les avocats, les experts comptables et les financiers, on va commencer à rédiger un acte qu'on va appeler la promesse de vente sous conditions suspensives. Donc là, vraiment, c'est là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, les premières discussions, les premières... j'allais dire engueulade, mais brouille entre l'acheteur et le vendeur ont lieu ce jour-là. Les portes qui claquent sont quasiment à ce moment-là. Et à ce moment-là qu'on dit souvent, l'avocat vient de rentrer dans le dossier, ça devient le bazar. Donc cette promesse de vente, pour moi, c'est l'acte le plus important, parce que dedans, on va vraiment définir les caractéristiques de la vente. Quand, quel prix... on va commencer à imaginer s'il y a des actes à revoir, le bail commercial, la garantie d'actifs et de passifs. Donc on signe cette promesse qui est sous condition suspensive, qui va être, comme on a indiqué tout à l'heure, maintenant on doit informer les salariés, ils ont 2 mois pour dire j'achète pas. La condition suspensive qui va être liée au financement.
Donc à ce moment-là, on dit voilà, j'ai besoin de temps avec un prêt d'une durée de temps avec un taux de temps. Imaginons qu'on soit sous forme de franchise, donc il faut voir avec le franchisé s'il est prêt à nous accepter dans son réseau. Il y a beaucoup de contrats qu'on va étudier, qu'on va reprendre. Une fois qu'on a signé cette promesse, le dossier va être transmis à la banque. Parce que la banque ne commence à travailler sur le dossier qu'à partir du moment où il y a un engagement, donc la promesse de vente. Et le dernier acte qui sera signé souvent 2-3 mois après la signature de la promesse, parce qu'il y a déjà les délais pour les salariés, les délais si je vois un fonds de commerce et la présomption de la mairie, le temps que le dossier soit monté par le banquier, il y a 2-3 mois qui se passent. Et à ce moment-là, on aura la vente définitive, soit du fonds de commerce, soit des titres par social, action de la société. Voilà. D'accord. Donc en gros, tu as posé une question tout à l'heure. Pour moi, une négociation, une vente qui se passe bien, c'est au moins sur 3-4 mois. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, parce que là, alors c'est les négociations de cette étape-là, mais du coup, ça peut peut-être aussi permettre au vendeur de revoir son prévisionnel avec son expert comptable, parce qu'il y a des données qui peuvent changer. Complètement. Alors, c'est-à-dire que là, on est sur cette période-là, toutes les parties qui sont autour de la table sont essentielles, parce qu'on se retrouve entre un acheteur et un vendeur qui ont des objectifs complètement différents. Tu parlais d'engueulade tout à l'heure, alors c'est des fois de manière plus ou moins courtoise, mais de toute façon, il y a des objectifs différents. Et on est là pour créer le dialogue et pour permettre que ce dialogue se fasse. Donc on est là pour préparer un maximum de documents. Alors là, on se positionnait du côté du vendeur, préparer les documents de l'entreprise pour les mettre à disposition de celui qui veut acheter. Donc dans ce qu'on appelle traditionnellement une data room, donc un espace où toutes les données sont communiquées et pour que l'acheteur sache où il va mettre les pieds. Et donc pour instaurer ce dialogue et pour pouvoir bien expliquer le contexte dans lequel il va arriver, on lui transmet un maximum d'informations, on lui explique ce qu'il y a derrière les documents, on revoit si nécessaire, et donc il y a tout ce dialogue qui se fait. Et souvent, les documents vont être communiqués entre la lettre d'intention et la promesse. Voilà. Oui. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a toute cette partie technique, et Nicolas, tu le dis à juste titre, tout ce lien entre les personnes et être facilitateur dans les relations est primordial pendant ça dure 4 mois à peu près. Je suis tout à fait, je partage cet avis-là, et on va avoir un rapport psychologique qui va complètement évoluer pendant ces 4 mois. Le rapport de force n'est pas le même. Au début, le vendeur, il est sexy, il vend quelque chose. À la fin, il a la pression financière, il y a de la négo qui rentre. Donc, il y a vraiment des évolutions en termes de rapport psychologique. Il est usé, donc oui, parce que lui, en principe, il est pressé. Et on a vraiment un rôle très important à ce niveau-là de maintenir ce lien, effectivement, comme tu le disais, Nicolas, maintenir ce lien et cette cohésion, et de maintenir l'écoute et ce lien entre l'acquéreur et l'acheteur qui évolue en permanence. Alors, on peut vendre une entreprise, mais on peut aussi vendre des parts d'une entreprise. Est-ce que c'est le même schéma? C'est la même chose, Thierry? Globalement, c'est la même chose. Globalement, sauf qu'il reste un associé ou plusieurs associés. Ça veut dire que on peut très très souvent, lorsqu'on vend la société, c'est les acquéreurs souhaitent obtenir 100% de la société. Mais on peut imaginer certaines sociétés qui ont une très grosse valeur et on va vendre 20, 30, 40, 50%. Mais dans ce cas-là, l'approche elle est quasiment la même, c'est-à-dire que vous achetez 30% d'une société, on va vouloir avoir accès aux mêmes documents que si j'en achète 100. Peut-être la grosse différence, c'est quand j'achète 100% de la société, souvent dans les statuts, il y a des clauses d'agrément, et quand il y a un vendeur qui me vend 100%, la clause d'agrément, elle est levée quasiment d'office. Maintenant, quand j'achète 20, 30, 40% d'une société, il faut que le feeling passe avec le vendeur et avec mes futurs associés. Donc il y a un élément en plus dans la négociation, mais sinon, les documents, l'analyse va être quasiment la même. Ce qui pourra éventuellement changer, c'est au niveau, on verra ça tout à l'heure, la garantie d'actifs et de passifs. Mais pour moi, les négociations, elles sont quasiment les mêmes.
D'accord. Techniquement, c'est pareil. C'est ce que tu disais. Le mot, il est très juste. Après, c'est sur les responsabilités qu'il y a derrière et l'impact fiscal. Oui. La différence, c'est quand tu achètes 100%, tu as un interlocuteur en face de toi. Quand tu achètes une participation, c'est pas un interlocuteur, mais tu peux en avoir de 2 à 5. Voilà. Oui, parce qu'il y a aussi, suivant les statuts des sociétés, un droit de préemption des associés. Oui. Et du coup, c'est peut-être là où toi aussi tu as... différence fondamentale, financement, il y a une différence entre acheter une entreprise et acheter des parts d'une entreprise. Et le financement des parts, c'est un crédit conso et c'est de fait une durée beaucoup plus courte. Racheter des parts, c'est un crédit conso. Exactement. C'est-à-dire qu'un crédit conso, c'est jusqu'à 7 ans. Ah. La banque ne le considère pas du tout pareil. C'est pour ça que, du coup, je vous entends techniquement, vous avez raison. D'un point de vue bancaire, la banque a un tout autre avis là-dessus. Donc le tout, nous, derrière, après, à nous d'être assez habiles pour essayer de joindre l'utile à Très souvent, l'agréable. même quand tu achètes 100% d'une société, de plus en plus, les banques, elles acceptent de financer sur 7 ans. Même quand c'est que le fonds. Même quand tu achètes avec une holding, il y a peu de banques qui financent au-delà de 7 ans. Et même aujourd'hui, je dirais la banque, elle finance sur 7 ans, mais en gros, elle souhaite que la rentabilité de l'entreprise permette sur 5 ans de rembourser le prêt. Moi, je vois rarement des prêts au-delà de 7 ans sur 100% d'une société. Sauf quand faut pas oublier, quand on achète une entreprise, il y a deux cas. Il y a l'entreprise et les murs. Et là, effectivement, on a deux actes différents. Et Oui, bien sûr. Là, par contre, là, on Mais l'amène. Mais souvent les murs, c'est par le biais d'une SCI ou par le biais d'un... Et là, on peut avoir à peu près 15 ans lorsque c'est un immeuble, on va dire, commercial ou professionnel. Bien sûr. D'où l'intérêt d'anticiper, parce que si tes murs ils sont au démarrage dans la structure, tu as intérêt à faire le à les montage, enlever. à les enlever. Oui, Voilà. mais ça se fait de moins en moins. Non, mais c'est de plus en plus rare de trouver des actifs immobiliers à l'actif de la société. Oui, Oui, parce que les Mais gens sont c'était mieux une grande conseillés. mode il y a 70 ans, mais aujourd'hui, ça se voit de moins en moins. Ils ont déjà vendu ceux qui Oui. faisaient ça. Tout à l'heure, tu nous parlais, Thierry, de la garantie actif-passif. Oui. Pour moi, souvent, lorsque j'ai mes clients qui viennent me voir et qui me disent Maître, on a trouvé un acquéreur ou un vendeur et on est d'accord sur le prix, donc ça va se faire. Je leur dis souvent, vous avez fait 20% de la négociation. La garantie d'actifs et de passifs, c'est que lorsque tout à l'heure je vous disais, on vend un fonds de commerce, on vend des actifs, donc il n'y a pas de difficulté. Lorsqu'on rachète une société, on rachète les actifs et le passif. C'est-à-dire que dans l'actif, on peut avoir un compte client. On va vous dire, le client, ils nous doivent 300 000 euros. On va vous dire qu'au passif, on a un compte fournisseur de temps. On va vous dire qu'on doit tant de charges sociales. En fin de compte, le jour où vous achetez la société, on vous donne une photo de la société au jour de l'acquisition. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, un exemple tout bête, c'est que l'URSSAF et l'administration fiscale a la possibilité de venir contrôler la société sur les 3 derniers exercices. Donc imaginons, j'achète aujourd'hui une société, dans quelques temps, je suis contrôlé sur la gestion de mon vendeur. Le vendeur a pu oublier une facture dans un tiroir. Le vendeur a pu oublier de me dire qu'il y avait un prud'homme en cours. Donc la garantie d'actifs et de passifs, c'est je garantis ce que je vends. Et si pendant un certain délai, donc on va négocier ce délai, pendant un certain délai, tous les événements qui pourraient engager cette garantie, ils sont garantis. Donc première discussion, c'est je garantis jusqu'à quel prix ? Je viens d'acheter une société 500 000 euros, est-ce que je garantis jusqu'à 100 000, 200, 300, 500 ou à l'infini ? Donc déjà, il y a une négociation. Nous, avocats, lorsqu'on rédige les actes, on a un besoin absolu de l'expert comptable à nos côtés pour nous aider à financer, à chiffrer ce premier chiffre. Donc on va dire, voilà, on garantit jusqu'à 500 000 euros. On peut, comme c'est une garantie souvent qui dure 3 ans, on peut éventuellement dire, allez, 500 000 euros pendant toute la durée de la garantie, ou dégressif. 500 la première, 300 la deuxième, et 200 éventuellement la deuxième. Et comme je dis des fois, lorsque je fais des interventions, je dis, moi, franchement, je vends ma société de faire une garantie d'actifs et de passifs, ça ne me gêne pas, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je peux garantir des dizaines de millions de dollars, ça ne me gêne pas. Donc c'est pour ça qu'on a créé la garantie de la garantie. C'est-à-dire que dans le cas présent, je garantis 500 000 euros, mais on peut dire qu'il y a une garantie bancaire à hauteur de 300 000. C'est-à-dire que s'il y a des événements qui vont engager cette garantie d'actifs et de passifs, je sais que jusqu'à 300 000 euros, je peux trouver l'argent auprès d'une banque. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est dangereux, et même quelque part, je serais prêt à me retirer d'un dossier si le vendeur ou l'acheteur, disons plus exactement, l'acheteur
refuse de signer une garantie d'actifs et de passifs, que le vendeur refuse aussi. Pour moi, on ne peut pas envisager aujourd'hui une vente sans garantie d'actifs et de passifs. C'est primordial. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un point d'alerte, parce que l'acheteur est aussi accompagné de son comptable qui est censé aussi analyser ce oui, mais il y a des choses, il y a des points qu'on ne peut pas imaginer. Le comptable du vendeur, il est convaincu qu'il a bien tenu la comptabilité. Donc, à un moment donné, on peut difficilement envisager certains risques. Bon, lorsque l'acheteur va regarder les bulletins de salaire, il peut voir si on a bien mis les bonnes cotisations. Mais il y a des points, suivant les activités, où il y a un risque fiscal et qu'on ne maîtrise pas lorsqu'on vend. On peut avoir aussi un risque de prud'homme, un risque de prud'homme qu'on ne connaît pas. Alors c'est vrai que maintenant la chance qu'on a, c'est que le délai pour engager les procédures au Conseil des prud'hommes ont diminué, donc on arrive à bien les encadrer. On peut avoir des problèmes, par exemple, il y a 10-15 ans, lorsqu'on vendait des sociétés, on ne pouvait pas imaginer tous les risques liés à l'amiante. Donc il y a pu avoir des sociétés où il y a eu des contentieux qui ont été engagés après la vente relatifs à l'amiante sur les fautes inexcusables. Aujourd'hui, on peut avoir, je sais pas, on va prendre une société, une concession automobile. Il est possible qu'il y a 10-15 ans, il y avait une station essence. La terre est peut-être polluée. Donc c'est des choses comme ça qu'on va garantir. Donc on peut imaginer qu'il y a un risque, mais on ne peut pas le chiffrer. Voilà. Et comme un autre point tout à l'heure, Walter, tu posais une question, est-ce qu'il y a des opérations à faire éventuellement dans les bilans avant la cession ? Souvent, on va rédiger un bilan de cession, c'est-à-dire qu'on va provisionner à outrance pour, en fin de compte, prendre le minimum de risque dans le cadre de la garantie. Mais des fois, on peut oublier qu'un client est en liquidation, on l'a laissé dans le compte client, on vend la société, l'acquéreur va relancer ce client, et puis finalement, le client découvre qu'il est en liquidation depuis 6 mois. Et bien ça peut déclencher la garantie d'actifs et de passifs. Okay. Voilà. Et nous, on ne va pas passer notre temps non plus à aller éplucher client par client pour voir dans le cadre des ventes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'a été créée la garantie d'actifs et de passifs. Mais souvent, moi j'ai constaté que les clashs qu'on pouvait avoir dans les négociations, c'est à partir du moment où on parle de la garantie d'actifs et de passifs. C'est le point le plus sensible. Ouais. Et justement, à la rigueur, on peut peut-être bien le préparer. Et d'ailleurs, il faut bien le préparer. Pour bien le préparer, il y a quand même des process qui existent un petit peu en amont. C'est toute la partie audit, c'est-à-dire un audit fiscal, un audit social, par des confrères avocats. Parce que malgré tout, la garantie, on garantit quelque chose qui n'a pas été découvert ou qui semble évident dans tous ces audits. Donc, plus on borde ce point-là en amont avec des audits. Je vais prendre un exemple tout bête. La rédaction de la garantie a son importance. Je prends le cas où je vais rédiger ma garantie. Je vous donne un exemple. Je découvre que j'ai un fournisseur à qui je dois 10 000 euros. Donc je préviens le vendeur en disant attention, il y a ce fournisseur qui vient de se manifester, on doit 10 000 euros. Je suis le vendeur, j'appelle le fournisseur, ça fait 30 ans que je travaille avec lui, je dis attends, fais-moi un cadeau quand même, j'ai ma garantie d'actifs. Ok, j'accepte de demander que 7 000. J'appelle l'acquéreur, je lui dis c'est bon à 7 000. L'acquéreur dit finalement j'ai une garantie d'actifs et de passifs, je vais au contentieux. On va au contentieux. Le tribunal considère que c'est 10 000 euros, le montant de la facture, plus les frais d'avocat, donc on est à 12 000 euros. Est-ce que je paye 12 000 ? Est-ce que je paye 10 000 qui était le montant de la facture ou est-ce que je paye les 7 000 que j'avais réussi à négocier avec le fournisseur ? Eh bien, suivant la rédaction de ta garantie, tu paieras 5, 10 ou 12. Voilà. Je pensais pas, à vrai dire, qu'on allait passer tant sur cette question-là, mais elle est merveilleuse. Désolé. C'est un point d'échauffement, de toute façon. Ouais, alors on a bien compris la nécessité. Moi, j'ai une nécessité, c'est le temps de l'émission. Mesdames et messieurs, le sujet est hyper intéressant. Ce que je vous propose, on va clôturer pour aujourd'hui celle-ci, mais on va reprendre, parce que j'ai une vraie question sur la fiscalité notamment, et je souhaite vraiment qu'on y revienne. Donc ce que je vous propose, mesdames et messieurs, on fait une coupure, et vous allez pouvoir nous retrouver un peu plus tard sur le chapitre numéro 2, sur le même thème de l'émission. On vous dit à plus tard. Plus tard. À tout de suite.